Salut à tous, on se retrouve dans une masterclass d'acquisition LinkedIn présentée par Luc et moi. Luc, grâce au setting, a généré plus de 315 000 euros pour l'un de ses clients en l'espace d'un an. De mon côté, ça fait 2 ans que je crée du contenu et j'ai généré plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires en ligne grâce à la création de contenu. Chaque mois, j'optimise de plus en plus ce process pour signer de plus en plus de clients. Le sujet du jour, c'est comment signer et attirer des clients sur LinkedIn. Est-ce que Luc, tu peux te présenter rapidement? Yes, carrément. Merci en tout cas pour l'invitation là, Bastien. Moi, c'est Luc, donc j'ai 25 ans. Je crois que j'ai passé la barre des 5000 abonnés sur LinkedIn. Ça fait à peu près 3 ans que je fais du setting. Mais au début, en fait, je le voyais un petit peu comme une activité, on va dire, complémentaire parce qu'en fait, j'avais une activité dans le salarial. Donc, j'étais consultant en recrutement, plutôt spécialisé dans tout ce qui est recrutement pour des boîtes dans la comptabilité et la paye. Et en fait, voilà, ça s'est mal passé dans ces structures. Donc voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis janvier 2024. Et maintenant, je coach mes clients donc, sur la partie setting au quotidien. Donc en fait, je leur mets en place une stratégie de setting qui est puissante et qui leur permet de dialoguer efficacement avec leur audience en 90 jours, grosso modo. Et l'objectif, c'est de créer des conversations qui vont dire authentiques, bienveillantes et qui convertissent derrière, donc notamment sur la partie setting. Voilà un petit peu tout ce que je fais au quotidien. Ok, excellent. Donc vraiment spécialisé sur la partie setting actuellement en prospection. C'est ça, exactement, ouais, là pour le coup. Ok, excellent. Donc pour expliquer le topo de la vidéo, on a quelques questions à se poser chacun. Premièrement, je vais me présenter aussi rapidement. J'ai aussi un point sur lequel j'aimerais bien rebondir par rapport aux 315 000 euros bêta généré pour l'un de tes clients. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce niveau. Et donc d'ailleurs, si vous êtes un créateur de contenu sur LinkedIn ou même que vous cherchez à faire de l'acquisition, cette vidéo est carrément faite pour vous. Il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai 3500 abonnés, 3200, pardon. Luc vient de dépasser les 5000. Donc, on n'est pas du tout à des chiffres entre 50 000, 30 000 abonnés ou quoi que ce soit. Il est vraiment dans la même situation que vous. Et tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, l'idée, c'est que ce soit le plus actionnable possible pour que vous puissiez implémenter des choses dès la fin de cette vidéo. Donc, pour me présenter, je m'appelle Bastien. J'ai 22 ans. J'ai une agence de ghostwriting depuis 1 an et demi. On a accompagné plus de 50 entrepreneurs sur LinkedIn, Twitter. Et maintenant, on fait de la rédaction de scripts pour YouTube et puis vidéos courtes, TikTok. On a vraiment beaucoup de clients en ghostwriting sur LinkedIn. Et depuis quelques mois maintenant, j'ai lancé un accompagnement où j'accompagne des entrepreneurs, des freelances, à eux-mêmes créer leur propre contenu et puis à générer des clients grâce à la création de contenu. Donc, voilà. Est-ce que Luc, tu peux me détailler un peu plus comment tu as fait pour générer 315 000 euros pour l'un de tes clients en setting? Ouais, c'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est vraiment seulement cette année parce que j'ai commencé à travailler avec lui à partir de mars 2024. Tu vois, donc ça fait 3 ans que je fais du setting. Donc j'ai travaillé avec pas mal d'infopreneurs comme Antoine Banco, Loïc Bourget, etc. et d'autres infopreneurs qui étaient plutôt sur Instagram au début et un petit peu sur LinkedIn. Et en fait, là, ça fait à peu près mars 2024. Lui, il est un business en ligne qui est plutôt spécialisé dans le monde de l'aérien. Donc tu vois, c'est vraiment hyper niché auquel lui, il accompagne les hôtesses de l'air, etc., à être bon en anglais et à intégrer une compagnie. Donc, c'est vraiment ça le but. Et moi, je l'aide quotidiennement donc, sur la partie setting. Donc, je suis vraiment dans l'opérationnel. J'ai fait récemment un post la semaine dernière auquel j'expliquais un petit peu les résultats que j'ai pu avoir et puis son business model et puis sa structure, c'est vraiment génial. Donc, lui, il fait uniquement du setting. Il fait pas du tout de prospection. La plupart de ses rendez-vous viennent du setting. Grosso modo, c'est 70%. Il y a un petit peu de publicité, bien évidemment, et un petit peu de VSL. Mais on va dire que 70% vient du setting aujourd'hui, en tout cas en termes de rendez-vous. Ok. Franchement, très bien. Félicitations. Il y a un truc important qui m'a attiré l'esprit et je pense qu'il aidait beaucoup, c'est quoi la différence entre prospection et setting? C'est des mots qui reviennent à chaque fois, qui reviennent de plus en plus quand on parle d'acquisition, même partout sur plein de créateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, carrément. Alors souvent, on pose aussi souvent cette question en setting, etc., ou même par DM. En fait, moi, la prospection, je le vois comme identifier et acquérir des nouveaux clients. Donc, il y a déjà en fait cette logique-là à mettre en place. Donc, établir déjà un premier contact, que ce soit par message, que ce soit par des appels téléphoniques ou par du call ou par des emails, pardon. Là, pour le coup, le setting, c'est vraiment une démarche, on va dire, totalement différente. Le but, c'est vraiment de créer un contexte qui est propice à l'échange. Dans un premier temps, c'est vraiment de connecter avec la personne et de savoir un petit peu où elle en est actuellement. Et c'est vraiment de générer, on va dire, un intérêt et une confiance avant de proposer un appel. Tu vois, la phase de setting, c'est beaucoup plus conséquent que la partie de prospection. Souvent, le setting, c'est création de contenu plus setting égale rendez-vous, etc. Donc, tu boostes ton business. La prospection, c'est totalement différent parce que en fait, tu es plutôt sur des leads froids
dans un premier temps, alors que le setting, dès lors que tu mets en place toute la partie création de contenu, les leads consomment systématiquement, on va dire, tes contenus et derrière, il y a des sollicitations sur des likes, des commentaires, notamment sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment les deux choses. Pour moi, c'est deux approches totalement différentes qui marchent aujourd'hui, mais c'est à prendre en compte en tout cas en fonction des différences. Ok, très pertinent. Voilà un petit peu la partie prospection et setting, parce que là, c'est vrai que c'est totalement différent par rapport à ça. Toi, de ton côté, dans ton business, tu penses c'est quoi les ingrédients clés pour créer un post LinkedIn qui attire des clients sans jamais prospecter? Même si, bien évidemment, je pense que c'est assez indispensable de prospecter, mais toi, tu penses c'est quoi les ingrédients clés pour créer un bon post LinkedIn qui attire en tout cas? Un bon post, c'est une bonne question. Alors, je reviens avec toi, la prospection, c'est hyper importante et moi-même, j'en fais toujours la prospection. Ok. Maintenant, l'objectif vraiment de la création de contenu, ça va être d'éduquer ton audience, d'éduquer tes leads dans l'objectif de chauffer les leads. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as des prospects qui viennent en appel avec toi, qui ont déjà consommé plusieurs fois tes posts, ton contenu, peu importe tes vidéos, déjà l'aspect closing est beaucoup plus facile, parce que la confiance est déjà là en fait. C'est vrai. Notamment, ils reconnaissent ton expertise. Si tu fais des études de cas, que tu partages des témoignages, tes résultats clients, et c'est beaucoup plus fluide. Notamment en aspect closing, on le voit bien en fait, ceux qui achètent du high ticket, la plupart, ils ont fait des recherches d'abord sur l'entrepreneur, parce que tu dépenses pas 3500 € dans le lead. Forcément, si tu connais pas la personne, tu vas être un peu réticente. Donc forcément, si aujourd'hui tu as une offre à étiquette, que tu crées du contenu, déjà tu vas même pouvoir augmenter tes prix à ce niveau. Et maintenant, quels sont les ingrédients d'un bon post? Honnêtement, ça part toujours des principes premiers qui vont être connaître ta cible, Ouais. comment tu t'adresses à ses émotions. Et ça, je le répète, parce que en fait, c'est vraiment que du copywriting. C'est même skills, compétences que tu vas avoir pour écrire une page de vente, peu importe. Il faut t'adresser au profil émotionnel de la personne parce que c'est ce qui convertit. Les gens aujourd'hui, ils agissent dans l'émotion et se justifient par la raison. Donc c'est pour ça que c'est important premier ingrédient, c'est de cibler les émotions de ton prospect. Et ce qui va marcher, sinon ton prospect ne va jamais se reconnaître ou s'identifier. La deuxième chose, je dirais, c'est être régulier parce que tu ne peux pas convertir en écrivant un post. Même si j'ai accompagné un ami sur LinkedIn, le premier post qu'il a écrit, il a généré 1500 €, quoi. Ouais. Et en fait, il a fait une étude de cas sur un client très ciblé avec qui il était en discussion. Et franchement, le client a vu le post, enfin, le prospect du coup a vu le post. Il dit putain, c'est incroyable, j'ai envie de travailler avec toi. Et il l'a signé 1005 quelques jours après, quoi. Incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal je trouve, de similitudes avec ce que tu dis là pour le coup sur la partie connaître son avatar client, connaître aussi les besoins de ton prospect. C'est ce qu'on retrouve aussi bien évidemment sur la partie setting et c'est ce qui fait la différence notamment sur la démarche en tout cas. Ouais. Donc, premier ingrédient, cibler les émotions, connaître l'avatar client. Deuxième, la régularité, parce que c'est extrêmement rare de convertir en un post. Il faut vraiment être régulier et être bourrin dans la durée. Le troisième, je dirais, c'est qu'il faut créer de la confiance. Et c'est notamment pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font du personal branding sans savoir pourquoi ils font du personal branding. C'est parce que je dis, le fait de parler de soi, de même se montrer en vidéo, de montrer sa voix, en fait, tu crées beaucoup plus de confiance et de connexion. Et c'est hyper puissant parce que ton prospect n'achètera jamais chez toi tant qu'il n'a pas confiance dans le vendeur. Ouais, carrément là pour le coup. C'est le sens. Ah ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec toi là. C'est vrai que si on est mauvais en personal branding et puis en création de contenu, derrière, c'est plus compliqué, surtout que c'est la phase en tout cas qu'il faut mettre en place, surtout d'avoir une vraie stratégie de contenu. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que une stratégie de contenu est adaptable en fonction de chaque type de personne. Et chacun a sa stratégie en fonction bien évidemment de ses valeurs et puis de ce qu'il souhaite aussi postuler et poster notamment sur LinkedIn quoi. Ouais, absolument. Stratégie de contenu ultra importante parce que si tu n'as plus de fil rouge à suivre, tu ne sais pas où tu vas. Il faut dans un premier temps que ta stratégie de contenu soit alignée avec ton objectif. Donc nous, aujourd'hui, on accompagne des clients qui veulent juste de la notoriété, de la visibilité. Donc on est plus sur une stratégie de contenu, de la viralité, de la croissance, de la confiance. Et on a d'autres, c'est plus génération de leads. Dans ce cas, ouais, il y a forcément la partie prospection qui est toujours importante. Ouais, stratégie de contenu orientée sur la conversion pure et dure, quoi. Ok, ouais, je vois. Et d'ailleurs, comme toi ou comme moi, on est beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Et on remarque que le marché devient de plus en plus concurrentiel. C'est clair. Et je voulais savoir,
par rapport à toi qui est spécialisé là-dedans, sur l'aspect conversion en message privé, est-ce que la prospection, ça marche toujours? Il y a quand même de plus en plus de personnes qui se positionnent aujourd'hui et Ouais. des messages, tu en reçois littéralement tous les jours. Ouais, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Je crois que je reçois au moins 5-6. Alors, c'est vrai qu'il y a la prospection, je pense qu'elle marche toujours, mais avec des nuances. Aujourd'hui, si tu fais de la prospection de manière agressive, honnêtement, je pense que si tu fais du volume, tu as quelques rendez-vous, mais je pense que niveau relation et niveau connexion, comme j'en parlais juste avant, sur la partie bienveillance et la partie naturelle, elle est catastrophique parce que derrière, tu crées pas de relation, tu crées pas de connexion, t'apportes pas de la valeur systématiquement dans des conversations. Et là, c'est plus compliqué. Et surtout, moi, c'est ce que je dis avec les structures que j'accompagne, notamment sur la partie LinkedIn et Instagram, c'est qu'en fait, quand on n'est pas connecté avec la personne, imaginons on les a pas dans les relations, bah en fait, on a qu'une fois la chance de faire bonne impression. Donc, ça veut dire que ton message, il doit être hyper percutant, il doit être naturel et il doit être bienveillant parce que si la personne n'accepte pas ta demande de connexion, en fait, tu perds un lead. Et si tu fais que de la prospection hyper agressive, là, c'est super compliqué. Et souvent, c'est vrai que les personnes ont du mal avec la prospection et le setting, donc ils savent pas faire la différence, donc ils pensent qu'ils font les deux, ou ils pensent que c'est un peu la même chose, mais c'est vraiment deux choses et deux aspects différents. Et c'est bien d'avoir une partie prospection et une partie setting, notamment quand on crée du contenu en tout cas. Ok. Donc, la partie prospection, c'est vraiment cold outreach. Tu vas DM des personnes qui t'ont jamais connu de base. Tes settings, ça va être orienté beaucoup plus sur un trafic tiède qui t'ont déjà vu, soit ils sont abonnés, soit ils ont engagé. C'est ça? C'est ça, exactement, ouais. On remarque en fait une certaine sollicitation sur nos contenus. En fait, ça peut être des likes, ça peut être des commentaires, ça peut être un DM qu'ils nous envoient parce qu'ils veulent savoir ou ils posent des questions sur nos offres ou ce qu'on souhaite ou avoir un avis sur tel sujet. Là, on rentre directement dans l'inbound et dans l'outbound, c'est vraiment quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui sait pas spécialement ce qu'on fait au quotidien. Et là, on rentre plus dans une manière de prospection. En fait, on rentre dans la partie prospection et après, on peut faire un petit peu de setting, mais la phase de setting arrive plutôt en milieu de conversation quand on essaye de connecter avec différents biais psychologiques, là pour le coup, pour rentrer en contact avec la personne. Mais dans un premier temps, ça va être prospection outbound et setting, c'est plutôt de l'inbound, donc des personnes qui nous connaissent actuellement. Ok. Ah, c'est, c'est bien expliqué. Donc, la différence, elle est vraiment importante à connaître. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Et puis après, c'est vrai que souvent, le setting, il prend tout son sens quand c'est pas seulement d'envoyer des messages, tu vois, mais c'est vraiment de créer un contexte qui est favorable. Tu vois, moi, des fois, je rentre dans une phase de setting où c'est ça, en fait, la manière et le mindset est un peu différent sur la partie prospection et setting. C'est que sur la partie prospection, on pense tout de suite au rendez-vous. Moi, quand je rentre dans une phase de setting, le mindset, c'est totalement différent et c'est ce que j'inculque avec les personnes que j'accompagne, notamment sur cet aspect-là. C'est vraiment de créer une connexion qui va être naturelle et bienveillante et voir un peu si déjà la personne pourrait être intéressée par ce qu'on propose actuellement, si ça à l'instant dans des mois qui suivent, bien évidemment, et voir un petit peu comment je peux lui apporter de la valeur avec des actifs de valeur. Ça peut être un e-book, ça peut être une masterclass, ça peut être une vidéo ou un réel que j'ai fait sur Instagram. Le but, c'est vraiment de créer un contexte qui est pertinent et de lui apporter de la valeur en fonction de ses problématiques. Tu vois, des fois, je rentre dans une phase de setting où les gens n'ont pas spécialement on va dire, d'attente sur la partie setting, ils sont déjà accompagnés, etc. Moi, si je peux l'aider sur certains aspects ou sur les outils que j'utilise, etc., bah, je lui envoie un petit freebie sur cet aspect-là et au moins, je lui apporte de la valeur. Et si jamais, plus tard, il souhaite monter en compétence sur ces techniques de setting, là, derrière, au moins, j'aurais stimulé un petit peu le prospect, en tout cas. Ouais, tu peux l'accompagner après sur ton offre s'il est intéressé. Et c'est Ça. vrai. Ok. C'est exactement la même chose par rapport à ça. Mais toi, pour revenir un petit peu à ton secteur et à ton business, c'est vrai que en ce moment, je vois pas mal de personnes, tu sais, qui sont des fois à 5, 6 ou 7 000 abonnés, mais qui font pas beaucoup d'impression sur leur poste, mais qui arrivent quand même à convertir, tu vois, pas mal de rendez-vous par semaine. Est-ce que tu penses que c'est une question de contenu, d'engagement, d'algorithme, ou est-ce que c'est le fait que peut-être qu'avant de se lancer en entrepreneuriat, ils avaient une base d'abonnés, mais qui répond pas spécialement aujourd'hui, on va dire, à leur avatar client et qui soit pas, il y a pas assez d'engagement sur leur contenu. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, toi? Alors, déjà, le premier point à expliquer, c'est que la base d'abonnés joue beaucoup. Ok. Aujourd'hui, il y a énormément de décideurs dans des startups, dans des multinationales, qui recueillent des freelances, des agences pour des problèmes spécifiques sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu le premier réseau où tu vas penser recrutement dès que tu as un besoin particulier. Tu ne sais pas où t'adresser. Donc, tu peux aller sur des plateformes de freelance, mais il y en a aussi beaucoup qui vont chercher sur LinkedIn. La base d'abonnés joue beaucoup. Premièrement, imagine tu cherches un spécialiste, je sais pas, en SEO.
tu vas taper tes mots-clés sur la barre de recherche, tu vas tomber sur tes profils. Et après, comment tu tries les profils pour savoir qui est-ce que tu contactes en tant que recruteur? Ce sera le nombre d'abonnés. Est-ce que le profil est stylé, agréable? Est-ce que les posts sont pertinents? Donc, le profil optimisé joue beaucoup dans la conversion. Après, quand tu as 5000 abonnés et que tu as beaucoup de rendez-vous, c'est dû à quoi? Alors, le nombre d'abonnés ne joue pas forcément, dans le sens où aujourd'hui, je connais des profils qui ont 1500 abonnés et qui signent 2-3 clients tous les mois. Ok. Pourtant, ils font 30, 40 likes par post. Et c'est juste parce qu'ils ont une bonne stratégie de conversion et une bonne stratégie de conversion en setting prospection, quoi, pour ton domaine. Et quand tu relis les deux, c'est un excellent combo. Et en fait, tu as les opportunités des rendez-vous tous les mois. Et j'ai envie de dire, il faut toujours revenir au principe qui est de, OK, quand tu as envie de proposer ton offre, qu'est-ce qui intéresse ton prospect? Ton prospect, par quelle étape il doit passer pour se dire, OK, en fait, Bastien, il peut m'intéresser. Son service, il m'intéresse. J'ai envie d'en savoir plus. Je vais prendre un appel. C'est vraiment dans cette logique où tu dois segmenter ton contenu, puis ensuite les messages que tu envoies. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, carrément, là, je vois pas, parce que c'est vrai que j'ai discuté avec un infopreneur, tu vois, la semaine dernière, qui lui avait à peu près 7000 abonnés sur LinkedIn. Mais en fait, avant, il était développeur, on va dire. Il avait beaucoup de personnes qui étaient développeurs dans sa communauté et il s'est lancé à son compte, donc toujours dans la partie développeur, graphiste, etc. Mais vraiment dans l'entrepreneuriat. Et il me disait, voilà, c'est vrai que j'avais pas mal de développeurs dans mon réseau, mais ils interagissent pas spécialement sur mes contenus. Et j'ai l'impression que mes impressions, c'est à cause parce que j'ai une belle base quand j'étais développeur dans le salarié. Mais en fait, là, aujourd'hui, c'est pas ces personnes-là qui commentent mes contenus. Donc, j'ai l'impression que l'algorithme LinkedIn, tu sais, il me bloque ou il me bloque par rapport à ça. Donc, c'était ça, c'est ma question et la problématique. Ok, donc sur l'aspect, là en l'occurrence, peut-être qu'il a changé de marché inconsciemment, parce que quand tu communiques et que tu t'adresses que à des développeurs avec un langage technique, où tu fais des posts sur comment créer du code, moi je suis pas développeur, et tu fais des idées de contenu très nichées pour les devs, il fait réduction aux devs par défaut. Ce qui est bien, c'est que tu vas te faire les bots qui sont en ta niche, des personnes qui sont freelance comme toi. Ce qui est mauvais parce que tu ne dois pas forcément avoir de clients. Parce qu'aujourd'hui, les clients vont pas se reconnaître dans un langage hyper technique. Ils vont pas s'identifier quand tu pars dans des sujets beaucoup trop techniques. Parce qu'aujourd'hui, dis-toi que les mecs, imagine, là je m'adresse à un développeur, les mecs qui te recrutent, c'est pas des développeurs, c'est des RH ou des businessmen. Il faut que tu parles à leurs douleurs, leurs problèmes, leurs frustrations, ce genre de choses. Donc ça va être par exemple comment raccourcir le temps de création d'un SaaS, comment mettre en place une feature rapidement. Si tu es en front-end, tu peux développer l'aspect UX, UI, intuitivité de la plateforme. Donc il y a plein de sujets à voir qui va vraiment intéresser ta cible. Ok. Et toi, tu penses que il y a certains secteurs d'activité auxquels ils font plus d'impression que d'autres? Par exemple, je sais pas, marketing, communication, c'est un secteur qui parle plus à certains types de personnes et puis ils font plus d'impression que, imaginons, si on parle de fiscalité ou de, je sais pas, d'agroalimentaire, par exemple, ou ça a pas spécialement d'impact, en tout cas sur l'algorithme LinkedIn? Alors pour moi, oui, il y a de l'impact. Ok. Et je vais te dire un peu les top sujets qui marchent beaucoup en façon de contenu. Ce sera tout ce qui est le green, un peu écologie, préserver la planète. Ça joue beaucoup. À mon avis, on a tous vu des posts dans notre feed. J'ai préservé la planète, j'ai fait telle action qui était bien pour l'humanité. Et d'un coup, le post, il a 300 likes. Tu vois, tu crois pourquoi? Donc, ça, c'est vraiment le premier sujet. Parce que ça joue sur une émotion spécifique qui est la bienveillance. Et on dit beaucoup que LinkedIn, c'est un réseau d'hypocrites parce que les gens interagissent pour se faire bien voir. Peut-être inconsciemment, mais il y a une partie des gens qui font pour ça, en fait. Ok. Il y a les patrons, les collègues qui voient les interactions, qui voient les commentaires. Et donc, tu vois un post bienveillant, je vais mettre un pouce bleu, je vais mettre un commentaire bienveillant. Et forcément, in fine, le post monte dans l'algorithme et ça devient un top sujet. Et le deuxième sujet, ce serait, voire même le premier, je mettrai l'écologie en deuxième, le sujet du recrutement, du bien-être salarial, le management, vraiment cet aspect-là, un peu plus corporate, parce que LinkedIn, à la base, c'est un réseau de recrutement. C'est vraiment un réseau pour recruter, trouver des profils. Donc, quand tu fais des posts sur le recrutement, sur le bien-être au travail, sur ce genre de choses, pour moi, ouais, il y a moyen que ça marche bien, quoi. Ouais, ça cartonne, ça, les types de postes. Là, avant, moi, j'étais dans le recrutement. Alors, je faisais très peu de postes, mais dès que je mettais un poste sur le recrutement, c'était la folie, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question.
Parce qu'il y a un truc qui me revient beaucoup et que j'entends, c'est est-ce que quand on est une femme et qu'on fait des selfies ou quoi que ce soit, est-ce que ça fonctionne mieux sur LinkedIn? Parce qu'il y a plein de femmes qui réussissent sur LinkedIn en ce moment. J'ai l'impression que les hommes galèrent beaucoup plus. Et quand j'en parle autour de moi, il y en a qui se disent ah, mais c'est une femme, elle a fait 100 likes par post quand elle met sa tronche. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, après, je sais pas trop. Après, c'est vrai que tu vois, c'est malheureux, mais c'est un constat et les gens, je vais peut-être passer pour quelqu'un un peu. Mais souvent, quand t'es quelqu'un de plutôt joli, etc., que ce soit dans le recrutement, et moi j'ai fait du recrutement dans des secteurs où c'était plutôt que des hommes, bah que tu le veuilles ou non, quand t'es joli, que ce soit pour un homme ou pour une femme, t'as beaucoup plus de possibilités et t'as beaucoup plus de likes, imaginons, sur les réseaux sociaux. Faut pas se le dire. Tu vois, c'est plutôt, en tout cas, c'est ce que je remarque et c'est ce que je vois moi aujourd'hui. Si on est plutôt beau gosse ou joli, derrière ça va attirer quelque chose parce qu'il va y avoir des likes, faire des commentaires, même sur les réseaux. Et en plus dans le recrutement, des fois, je voyais puis j'accompagnais aussi certaines structures. Elles me disaient ah bah oui bah franchement elle a vraiment pas mal de qualités, mais puis en plus elle est jolie. Et tu vois c'est le en plus ou en plus c'est ça. Puis même si t'essayais de leur expliquer oui, mais ok, c'est vrai que voilà, c'est une belle femme, etc. Mais aujourd'hui, on recrute sur la partie compétences, on recrute sur la partie mindset et voir si c'est en lien avec les équipes. Mais il y a toujours cette notion aussi, bien évidemment, et je pense que c'est dans la culture aussi française de, bah voilà, le fait que d'être jolie, etc. Je pense que ça a un gros impact et c'est un peu sous-estimé, je pense, à mon goût. Ouais. Donc, si vous êtes une femme, faites du personal branding sur LinkedIn, votre business va marcher. C'est clair. Ah bah là, pour le coup, je pense que, alors je sais pas si une femme a plus de possibilités qu'un homme sur les réseaux sociaux. Ça serait un sujet hyper pertinent et de faire un podcast sur ça. Si il y en a, ils ont des solutions ou même ils ont des statistiques sur cet aspect-là. Mais j'aimerais bien savoir si là une femme a plus de possibilités qu'un homme s'il se lance, imaginons, sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur n'importe quelle plateforme en tout cas. Ouais, carrément. Parce que d'un côté, tu as l'aspect like, commentaire, passion. Mais est-ce que derrière, il y a la conversion qui suit, quoi? C'est une question auquel j'ai pas la réponse. J'espère. Sur n'importe quel profil, tu peux faire beaucoup de vues, être bien vu, avoir une bonne base d'abonnés. Mais on prend l'exemple d'Insta, il y a plein de personnes qui ont 10 000 abonnés, 30 000 et qui galèrent, quoi. Qui n'ont pas de financement, qui n'ont pas de sponsoring, quoi que ce soit, quoi. Ouais, Bref. ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'on est aussi dans une société où, dans le sens où je vois avec les personnes qui font l'entrepreneuriat, qui sont dans le business en ligne, quand ils parlent de chiffres, d'argent, de mindset ou même d'expatriation, je remarque que des fois, les femmes prennent bien tarif quand même sur les réseaux. Alors, il y a certains hommes qui prennent tarif aussi, mais quand tu vois certains commentaires, faut avoir les reins solides. Après, bien évidemment, c'est les haters sur les réseaux, mais tu vois, je pense qu'il y a une part beaucoup plus conséquente, notamment quand t'es une femme, quand tu gagnes de l'argent et que, imaginons, t'es expatrié à l'étranger, etc. Notamment sur certains cas, je vois que c'est un peu hardcore des fois de temps en temps. Ok. Ouais, je comprends tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Et je pense qu'il y a des hommes aussi qui seront taclés, bien évidemment, mais je pense que faudrait savoir un petit peu en termes de stats, parce que moi je suis très statistique par rapport à ça, mais je pense que ouais, la part doit être un peu supérieure, notamment sur la partie fin, quoi. Ouais. Maintenant, pour revenir à l'aspect setting, prospection, Ouais. de ton côté, pourquoi je dirais même que 90% des gens n'ont pas de résultats en prospection? Parce que quand tu poses la question des entrepreneurs, est-ce que tu as testé de prospecter? La plupart, ils te vont te dire oui, soit j'ai de la flemme, soit j'ai pas le temps. Il y en a qui vont te dire aussi, j'ai essayé, j'ai pas de résultat, ça ne marche pas. Ouais. Honnêtement, 70%, c'est qu'ils ont pas de stratégie et pas de méthode. En fait, ils se contentent d'envoyer des messages standards sans comprendre en fait leur avatar client. En fait, ils connaissent pas leur avatar client. Ils me disent, bah voilà, moi, j'ai une solution, imaginons un logiciel qui permet d'accompagner les structures en BTP, je sais pas, notamment sur la TVA. Imaginons, là, je pars en freestyle. Mais en fait, ils savent pas à qui ils s'adressent, ils savent pas s'ils visent les artisans, quel type d'artisans, quel type de structure, dans quelle niche, etc. Et souvent, ils connaissent pas spécialement leur avatar client, ils comprennent pas. Donc, tant qu'ils comprennent pas leur avatar client, ils comprennent pas leurs besoins et notamment leurs problèmes et surtout du prospect. Et souvent, ils envoient des messages, je pense que tu en as déjà reçu, mais voilà, je vais lancer un nouveau logiciel qui te permet de gagner, nanana. Ils t'envoient 5 liens pour te permettre d'utiliser leur logiciel. Ils te proposent tout en bas de la page de leur message de faire un call ensemble. Et là, c'est très compliqué, quoi. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats en prospection parce que déjà, il n'y a pas de personnalisation. Ils comprennent pas les besoins de leurs prospects. Ils connaissent pas leur avatar client. Il n'y a pas de relation et surtout, ils n'arrivent pas à connecter, quoi. Là, on voit qu'il y a surtout pas de valeur
ajouté qui est apporté dans la conversation, tu vois. Il y a pas d'actif de valeur, il y a pas d'e-book, il y a pas de masterclass, il y a pas de choses qui apportent de la valeur par rapport à une autre personne qui lancerait le même logiciel que toi. Et c'est souvent ce qui revient le plus souvent. La plupart du temps, les gens n'ont pas spécialement de méthode ou stratégie. Bon, ça vaut. Ouais, ça fait écho. De mon côté, j'ai reçu plusieurs fois ce message. Et ça, j'en ai même reçu en plus. Donc, je sais pas ce que ça fait là. Et vu que je suis expatrié à Sofia en Bulgarie, peut-être que je reçois des messages vulgaires ou j'en sais rien. Mais Ah ouais, ça doit être chiant. Je pense que toi, tu dois être spammé de. Et c'est des messages en bulgare ou traduits en français? bah, le bulgare utilise le cyrillique. Donc, c'est l'alphabet russe. L'alphabet russe, ouais. Ok. Ok. Ouais, bah, ça doit être chiant. À mon avis, tu peux en avoir pas mal par jour. En vrai, non, pas tant que ça. J'en reçois juste quelques-uns de temps en temps. Mais pour rebondir sur ta réponse, euh, sur les entrepreneurs qui font les efforts de ne pas envoyer un pavé dégueulasse, mais qui essayent d'envoyer un bon message, euh, qu'est-ce qu'un premier bon message d'accroche, icebreaker de prospection? De prospection? Ouais. En fait, il y a 2 types. En fait, tu peux très bien faire un type de message, style, bah, voilà, tu apportes directement de la valeur avec une vidéo Loom qui présente un petit peu ton outil. Ça marche plutôt pas mal et c'est un message de prospection qui convertit plutôt bien. Alors, bien évidemment, il y a un peu de dégâts parce que ça, on peut pas avoir 100 de conversion, mais ça marche plutôt pas mal. Ou la première phrase, c'est vraiment de connecter avec la personne sur un élément, que tu peux voir, on va dire, sur son profil. Alors, ce que je dis, c'est que souvent, on voit des éléments où on reprend un élément sur la bio LinkedIn. Le mieux, c'est reprendre des éléments, notamment sur la vie personnelle de la personne pour vraiment connecter, on va dire, humainement dans un premier temps. Et après, connaître un petit peu son offre, son positionnement. Après, derrière, un petit peu connaître son avatar client et ses problématiques au quotidien. Et après, lui apporter de la valeur. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement. C'est que j'essaie de connecter avec un aspect humain de la personne. Après, je lui demande un petit peu, voilà, comment ça se passe un peu ses offres, comment ça se passe en ce moment. Tu vois, là, typiquement, en ce moment, je demande, bah, comment ça se passe de ton côté. J'imagine que c'est chargé pour la fin d'année, tu vois. Donc, j'essaie de connecter avec la personne sur ses problématiques. Et après, derrière, j'essaie de lui apporter de la valeur et surtout voir si potentiellement elle a des problématiques, si ça correspond bien évidemment avec ce que je peux lui apporter par rapport à ça, mais il y a certaines personnes, par exemple, auxquelles ça fait 2, 3 semaines que je discute avec eux, il y a certaines personnes, en 2 jours, je propose un call. Mais ça va vraiment dépendre. Le setting, c'est beaucoup de l'intuition, en fait. Mais souvent, le premier message, il faut systématiquement connecter avec un aspect humain de la personne. C'est obligatoire. Et notamment sur la partie prospection, t'as deux phases. Soit tu fais ça, soit tu fais la partie où tu apportes directement de la valeur. Euh, mais bien évidemment, tu auras beaucoup moins de réponses. Mais les prospects seront directement stimulés, on va dire. Ouais, je pense que cette partie connecter humainement est très sous-estimée. Ouais. Et pour moi, c'est la plus grosse erreur que tous les entrepreneurs qui prospectent correctement font. Et je pense que c'est une que je fais encore actuellement par rapport à mes équipes qui prospectent aussi. C'est qu'on cherche pas à connecter et qu'on est trop dans le ah, je veux un call, je te pose des questions et ce genre de choses. Ouais, c'est exactement là ce que tu dis là pour le coup. Et puis c'est vrai que on vient souvent sur la partie prospection que tu vois, comme je te dis, quand on parle de prospection, on parle de rendez-vous, on parle de négociation et surtout de closer derrière. Tu vois, c'est vraiment axé sur la vente. Mais bon, la vente, quand tu regardes tous ceux qui parlent de vente un petit peu sur les réseaux, c'est vraiment de comprendre les besoins de ton prospect, de savoir connecter avec lui, bien évidemment de parler différentes choses, mais surtout de lui apporter de la valeur. Tu vois, moi, je vais pas acheter une voiture si la personne ne m'apporte pas de valeur et elle m'explique pas bien, tu vois, la voiture et elle s'y connaît pas du tout en automobile. Je vais lui dire, bon, bah, ok, c'est bien, la voiture, elle est belle, j'ai peut-être les moyens de me l'acheter, mais aujourd'hui, si tu n'arrives pas bien à me l'expliquer et de m'expliquer un petit peu tous les réglages, etc., et que quand tu regardes un petit peu les techniques un peu de négociation, quand tu vas dans une concession automobile, ils parlent beaucoup de toi, qu'est-ce que tu as envie, et après, derrière, alors là, c'est vraiment un peu différent sur cet aspect-là, mais c'est hyper important de connecter avec la personne. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, les personnes, souvent, ils envoient, ils font des campagnes de 1000 messages par jour avec des messages de prospection. Vaut mieux viser la qualité que la quantité. Et même si tu envoies que 15 messages par jour, c'est déjà énorme juste sur la partie prospection. Et si tu te fais de l'inbound à côté, moi, c'est ce que je conseille. Souvent, je conseille entre 20, 25 connexions par jour. Ils me disent, ouais, mais c'est pas beaucoup, je vais pas avoir beaucoup de rendez-vous. Mais derrière, s'ils arrivent à convertir, je sais pas, imaginons 30% des conversations, c'est déjà énorme, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Moi, j'étais parti du principe que la prospection, c'est plus du bourrinage que de l'activité.
Ouais, en fait, ça marche très bien dans des secteurs style, tu vois, BTP, agroalimentaire, où c'est des secteurs où ils savent pas spécialement ce que c'est et le setting n'a pas sa place dans ce secteur-là où c'est possible, mais c'est moins pertinent. En tout cas, aujourd'hui, si tu crées du contenu, tu es dans le business en ligne, tu vends un accompagnement, un service ou même du coaching et que tu fais pas de setting et que tu n'arrives pas à connecter avec la personne, honnêtement, tu rates déjà beaucoup de choses et surtout, tu te grilles et tu perds des leads quotidiennement, en tout cas. Ouais. Non, franchement, c'est hyper pertinent. Aller chercher à connecter avec des éléments personnels, ouais. Ouais, c'est vraiment le plus important. Alors c'est vrai que c'est long à faire, il faut avoir un peu de temps. Souvent, j'accompagne un petit peu les structures, je dis de faire plusieurs sessions en fait de setting par jour, 30 minutes imaginons le matin, 30 minutes pour répondre entre midi et 2, 30 minutes le soir, et vraiment de connecter avec la personne sur des éléments et surtout de personnaliser ses messages. Parce que en fait, souvent, ce qu'on recherche, c'est avoir un outil qui automatise, envoyer des messages de prospection à 1000 personnes, et puis après, on récupère les conversations, puis s'il répond, là, on commence une démarche, on va dire un peu de setting, même si c'est pas spécialement du setting, on commence à créer une conversation. Mais en fait, c'est super compliqué, quoi. Mmh. Donc après, ouais, à voir en fonction des différents types. Moi, je vous conseille plutôt le setting si vous créez du contenu. Après, la prospection marche toujours et c'est toujours viable dans certains secteurs d'activité, en tout cas. Et toi, de ton côté, comment t'optimises un petit peu tes posts en fonction de l'algorithme? C'est quoi un petit peu tu penses les tendances là sur LinkedIn? Parce qu'on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de gens qui disent, bah voilà, l'algorithme, il a complètement changé depuis que la publicité est arrivée. Comment tu vois un petit peu les choses, toi, de ton côté? Alors, ça fonctionne toujours, heu, même si en l'occurrence, c'est vrai que l'algorithme a resserré un peu les vis. Même les gros créateurs le disent, hein, ils le voient. Il y a des créateurs qui ont fait 2 fois moins d'impressions cette année que l'année dernière. Ok. Pourtant, ils sont dans les top, créateurs, plus de 6 chiffres, en abonnés, mais eux, ils sont aux US. Alors comment j'optimise mes posts? Alors premièrement, avant de penser algorithme, je pense toujours psychologie humaine. Parce que dis-toi que l'algorithme est basé sur la psychologie humaine. Ok. Donc il est, en fait l'algorithme, peu importe là les algos en fait, on pense sur TikTok ou d'Instagram, ils sont basés pour procurer la dopamine et répondre à ce que préfère l'utilisateur. Ok. Donc tes posts soient cohérents avec quels sont les sujets, les idées, les angles que tu utilises, heu, que va préférer ton potentiel utilisateur, ton potentiel lecteur. Donc, entre guillemets, «l'algorithme», on s'en fout parce que c'est vraiment secondaire, mais on doit d'abord penser, c'est qui le lit? Comment il pense? Comment il réfléchit? C'est beaucoup de copywriting et de psychologie humaine. Ouais. Je pense c'est vraiment que de la psychologie humaine, hein. Quand tu fais la création de contenu, c'est vraiment que de la psychologie humaine. Mais Ok. honnêtement, avec les bonnes méthodes, ça marche toujours. On avait j'ai signé un client en ghostwriting, il y a quelques semaines. On l'a lancé, cette semaine, il y a à peu près 10 jours. Les posts qu'il écrivait seul de son côté, il faisait entre 100 vues et 200 vues. Là, en une semaine, on a dû faire, 13 000 vues, quoi. 15 000 vues. Ah ouais. Ok. Ouais. Une résultat. Ouais, avec 3 posts, par semaine. Ok. On a fait un premier post à 6 000, je crois qu'on doit être autour des 10 000, pardon. 10 000 vues en une semaine. On a fait un premier post alors le deuxième post qu'on a écrit a fait 6 000 vues. Le premier a dû faire 600 vues et l'autre a fait 6 500 vues. Il est dans quelle niche, lui, de son côté, si tu veux? Il est dans la finance. Ok. Marche. Et puis les sujets qui ont le mieux marché chez lui, c'est du personal branding. Ah ouais, c'est pour ça que j'allais te poser la question là pour le coup sur la partie storytelling, etc. Moi, en tout cas, c'est ce que je remarque, c'est que j'ai beaucoup plus d'impression, en tout cas, sur la partie storytelling que sur la partie valeur. Mais même si je pense que c'est deux choses différentes et il faut cumuler les deux. Mais c'est vrai que je vois vraiment une différence quand tu parles de toi et de ta vie en général, quoi. Ouais, bah, absolument. Et c'est hyper important parce que comme je le disais avant, les gens doivent d'abord avoir confiance en toi avant d'avoir confiance en ton expertise ou en ton offre. Donc, donc forcément, le personal branding est primordial pour convertir Ouais. et apporter la valeur fonctionne. En fait, apporter la valeur, déjà, tu t'adresses pas à tout le monde, tu t'adresses que à ta cible et l'objectif d'apporter la valeur, bah, souvent, c'est un objectif secondaire de convertir ou soit d'être reconnu pour ton expertise. Donc de te positionner en tant que leader sur ton marché ou ce genre de choses. Donc chaque type de contenu a un objectif spécifique. Aujourd'hui, tu vas pas apporter de valeur si ton objectif, c'est juste d'être viral et d'avoir des abonnés, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est pas la même, la bonne logique, en tout cas, si ça, c'est le but, quoi. C'est ça. D'où le fait d'avoir une bonne stratégie de contenu, ficelée par rapport à ton objectif qui soit aligné avec toi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des vidéos là, sur le format vidéo qui est sur LinkedIn? Tu penses que c'est viable? Tu penses que ça va être
optimiser sur le long terme, ou est-ce que tu penses que les tendances vont un peu changer sur la partie LinkedIn? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on voit bien, hein, tous les réseaux commencent à faire de la vidéo. Ouais. Et d'ailleurs, le réseau social qui convertit le plus, c'est Instagram, je crois. Ok, ça marche. Instagram. Convertit plus que LinkedIn. Après, ça dépend de votre niche, votre domaine, évidemment. Alors, il n'y a pas tout le monde sur Insta. Il y a des choses qui se vendent beaucoup plus sur LinkedIn que sur Insta. Mais apparemment, Insta est vraiment le meilleur réseau social. Alors pour moi, oui, la vidéo a sa place. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Sinon, il n'y aurait pas autant de vidéos sur LinkedIn déjà en quelques semaines. On a fait aussi des tests avec quelques clients qui étaient déjà présents sur la vidéo et qu'on accompagne toujours en création de contenu. Ouais. On a testé de publier des vidéos vidéos TikTok, hein, des formats Reels, très simples, 1 minute 30. Ils parlent avec un micro en studio, truc très, très bien. Les 6 premières vidéos qu'on a partagées pour un client ont fait 1500 vues, ce qui n'est pas terrible, parce qu'il a 7000 abonnés. Ouais. Mais par contre, la 7e vidéo a fait 100 000 vues. Ah ouais, la vache. Putain. Oh, le contraste, comment ça se fait? Franchement, on sait pas. Punaise. Pour moi, en fait, on a parlé d'immobilier avec un angle un peu mainstream, avec une petite touche d'émotion dedans. Ok. Et vu que c'est un sujet qui parle à tout le monde et qui a un angle assez émotionnel, pour moi, c'est la recette qui a fait que ça marchait. Ok, ça marche plus. Ouais, Ça touche tout le monde et ça impacte émotionnellement tout le monde à la fois. ok. Ah, le contraste entre 1500 impressions et 100 000, il est énorme. Ouais. Bah, on a essayé avec un autre client et pour l'instant, on a pu être 2 vidéos et ça n'a pas marché, tu vois. Ok, ça marche. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y en a, ils font des challenges aussi où pendant 30 jours, ils font 30 vidéos, tu sais. Et à voir, ça marche plutôt bien. Je sais pas ce que ça donne, tu vois. C'est vrai que c'est en fonction des niches et puis c'est peut-être pas adapté pour tout le monde. Mais après, c'est à voir, quoi, et à tester. Moi, je recommande de faire la vidéo, hein. Juste parce que c'est un bon exercice. Si ce n'est pour soi, pour ses compétences, le fait de se montrer, d'être encore plus éloquent. Ouais. Moi, je sais que ça m'a aidé de faire un peu de vidéo. J'en faisais sur Twitter à l'époque, les vidéos facecam. 1 fois par semaine, je parlais d'un sujet ou de comment j'avançais. C'était marrant et surtout, en fait, tu sors de ta zone de confort. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Parce que c'est vrai que moi, ouais, c'est clair. Parce que moi, j'ai hésité aussi parce que comme je fais un peu de vidéos aussi sur Instagram, je me suis dit, en soi, c'est le même format. Est-ce que je le mettrais pas sur LinkedIn? Alors après, c'est vrai que des fois, je crée du contenu sur Instagram qui est propre à Instagram. Donc, voir un peu ce que je peux mettre à disposition sur LinkedIn. Mais c'est vrai que je me suis, je sais pas, je me tâte en ce moment, c'est encore en réflexion. Moi, je te dirais de tester, hein. Franchement, t'as rien à perdre. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Peut-être pour Nouvel An, petit cadeau de l'année en 2025. Allez hop, je mets quelques vidéos. Hâte de voir ça. Ouais, carrément. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez des sujets, même des questions que vous voulez qu'on exploite pour la prochaine fois. Peut-être si ce genre de format vous intéresse, je pourrais même réinviter Luc la prochaine fois. Carrément, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, posez-nous vos questions. Quels sont les différents sujets, les différents contenus qu'on souhaite qu'on apporte de la valeur là-dessus. Et puis, merci pour le visionnage. On se retrouve à la prochaine fois. Yes, merci. Merci en tout cas, Bastien, pour l'invitation. Merci à toi. Ciao. Salut, salut. End record.